Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par notre équipe Magenta Édition. Nous sommes Mathilde Chabert, éditrice chez Magenta, et moi-même Herminique, je suis chargée de la communication. Ce soir, nous sommes avec Frédéric Guiret. Bonjour Frédéric. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Donc, nous sommes ensemble pour 1 heure pour discuter de votre livre et de son contenu. Donc, votre ouvrage, c'est Aider les ados à se... Pardon, chut, je me concentre. C'est le titre du webinaire, Aider les ados à se concentrer. Et donc, chut, je me concentre, qui est paru fin août, donc aux éditions Magenta, que vous pouvez retrouver en librairie et aussi sur notre site magenta-édition.fr. Donc nous sommes ensemble pour 1 heure. Mathilde commencera par faire une introduction pour vous présenter notre collection Sans tabou dans laquelle s'inscrit le livre. Puis nous aurons un échange avec Frédéric sous forme de questions-réponses à propos du livre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout à les poser. Vous pouvez les poser dans l'onglet Q&R, questions et réponses, et on prendra le temps, bien sûr, d'y répondre. Vas-y Mathilde. Bonsoir à tous. Donc moi, je vais commencer par vous présenter en quelques mots la collection Sans tabou. Si j'arrive à afficher les couvertures. Voilà, parfait. Voilà, donc vous pouvez voir les différentes couvertures des livres de la collection. C'est une collection de livres pratiques illustrés pour les adolescents sur des thèmes qui les préoccupent, comme la confiance en soi, le stress, les écrans ou encore les émotions, pour en citer quelques-uns. Les auteurs sont des experts du sujet traité qui répondent à toutes les questions que se posent les ados. Les livres ont une maquette aérée et dynamique, donc voilà, qui donne envie de les feuilleter. On a en 2025 3 nouveautés qui sont parues aux éditions Magenta, donc dans la collection Sans tabou. On a donc voilà. On a La perte et la mort, on s'en parle, d'Hélène Romano, sur lequel on a déjà fait un webinaire qui est disponible en replay sur notre chaîne YouTube. On a Chut, je me concentre, de Frédéric Guiret, dont on va parler ce soir. Et Mes parents se séparent et moi dans tout ça, Dividor, qui va paraître en octobre, mais qui est déjà d'ores et déjà disponible en précommande. Voilà, vous pouvez retrouver tous ces titres sur notre site magenta-édition.fr et vous pouvez les commander directement depuis notre site. Alors, quelques mots pour commencer sur Frédéric, donc notre auteur. Frédéric, vous êtes agrégé de sciences de la vie, de la Terre et de l'univers. Vous êtes diplômé en sciences cognitives. Vous êtes aussi formateur et vous donnez des conférences sur la manière dont les sciences cognitives peuvent permettre d'optimiser les apprentissages. Et vous êtes aussi le cofondateur de l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives. Voilà pour vous présenter en quelques mots. Pour ce qui est du contenu du livre, donc chut, je me concentre. Je vais vous parler un petit peu plus en détail du sommaire. Voilà, donc dans le premier chapitre, on s'intéresse au cerveau, au fonctionnement du cerveau. Voilà, comment ça marche à l'intérieur du cerveau et entre autres pour parler un peu plus de l'attention, pourquoi c'est si tentant de céder aux distractions. On parlera un peu tout à l'heure du circuit de la récompense et de la dopamine. Frédéric vous expliquera un petit peu en quoi ça consiste. Dans le deuxième chapitre, on s'intéresse aux particularités du cerveau des ados, parce que oui, il y a des spécificités au cerveau des adolescents. Et ça explique pas mal de choses, en fait. Par exemple, voilà, pourquoi les ados ont tendance à se coucher plus tard et se lever plus tard que les adultes. Il y a des explications biologiques à tout ça. Ou encore, pourquoi les ados ont tendance à être plus sensibles au regard des autres. Il y a des explications au niveau du rythme de maturation des différentes zones du cerveau. On en parlera aussi tout à l'heure. Dans le chapitre 3, on rentre vraiment dans le vif du sujet en parlant du fonctionnement de l'attention. Et dans le chapitre 4, on s'intéresse aux distracteurs, donc tous les ennemis de la concentration. On verra qu'il y a 2 types de distracteurs qui existent. Les distracteurs externes, donc ça peut être un bruit, une notification sur le téléphone, ou les distracteurs internes comme les pensées ou les sensations physiques. On reparlera de tout ça plus en détail tout à l'heure. Et les 2 derniers chapitres sont consacrés à plein de conseils, d'astuces
pour réussir à optimiser au maximum son attention, à rester concentré autant que possible. Voilà, vous donnez plein d'exemples de routines efficaces à mettre en place pour arriver à rester concentré. Ce sont des conseils évidemment pertinents pour les ados, ça marche aussi pour les adultes, je précise, que voilà, tout le monde est concerné, et c'est des astuces qui sont très faciles à mettre en œuvre au quotidien, des bonnes habitudes qu'on peut tous prendre pour être plus concentrés. La particularité de ce livre par rapport aux autres sans tabou, alors tous sont très ludiques, hein, tous comportent des jeux, des témoignages, etc. Mais celui-ci est peut-être encore plus ludique que les autres parce que vous proposez, Frédéric, une sorte de voyage, une aventure au fil du livre. Donc l'ado se met dans la peau d'un attentionnaute, c'est-à-dire un aventurier qui va essayer de sauver le royaume de Mantalia. Parce qu'il est menacé par le dragon Distractor, qui est donc le dragon qui va essayer de semer un peu la confusion dans le royaume de Mantalia. Et en fait, l'idée, ça va être donc d'avoir un peu sa petite fiche de personnage au début du livre, avec son avatar qu'on peut dessiner. Et l'ado va affronter différentes créatures au fil de chaque chapitre pour voir un peu s'il a bien retenu l'essentiel du chapitre. Donc voilà, si on réussit les défis, on gagne des vies et des fioles de dopamine. Si on perd, voilà, on perd à chaque fois une vie et une fiole. Et c'est important d'avoir des vies et des fioles pour pouvoir affronter le dragon à la fin de l'ouvrage. Et on croise différentes créatures comme Clignotty, le roi des feux follets, et Survoltus, le cyclope. Voilà, on se prend vraiment au jeu au fil de la lecture en tout cas. Et à la fin de l'ouvrage, on a des cartes mémo que l'ado peut découper, avec sur chaque carte une question au recto et la réponse au verso, donc pour pouvoir un peu se tester et voir ce qu'on a retenu du livre. Voilà pour la petite présentation de l'ouvrage. Alors pour commencer, Frédéric, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelles sont les différences entre le cerveau des ados et celui des adultes? Oui, même si j'aime bien ce qui a été dit juste avant, c'est-à-dire qu'on a un petit peu le même fonctionnement au niveau du cerveau, nous aussi en tant qu'adultes, hein, sur les processus attentionnels, sur les distracteurs externes, internes, on est évidemment toutes et tous concernés par ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelques spécificités chez l'adolescent et chez l'adolescente au niveau du cerveau. Donc, on a évoqué quelques éléments, mais peut-être la partie la plus importante, c'est la différence de maturité qu'il y a dans certaines zones du cerveau qui vont jouer un rôle particulièrement dans la régulation des processus attentionnels à l'adolescence. Donc, on a, et notamment donc, au niveau du front, de ce qu'on appelle le cortex préfrontal, on a des fonctions qui servent à notamment inhiber les distracteurs, à les bloquer. On appelle ça les fonctions exécutives. C'est ces fonctions qui vont nous servir à exécuter un certain nombre de processus cognitifs. On trouve l'inhibition, on trouve la mémoire de travail, on trouve la planification. Et c'est des fonctions importantes, mais qui ne vont pas arriver à maturité tout de suite. Elles arrivent à maturité entre 22 et 25 ans, donc assez tardivement par rapport à l'adolescence. Alors que dans le même temps, on a la maturité des processus attentionnels, les zones limbiques du cerveau où sont gérées les émotions. Ça, c'est très actif au niveau de l'adolescence, plus que chez les adultes et les enfants. Donc on va se retrouver avec une zone associée aux émotions assez en ébullition pendant l'adolescence et des processus de régulation qui vont arriver à maturation plus tard. Et ce décalage de maturité dans les zones du cerveau provoque un certain nombre de caractéristiques, donc évidemment une sensibilité à l'émotion plus forte parce que plus difficile de les réguler, mais aussi plus difficile d'inhiber les distracteurs et donc une concentration qui parfois est un peu plus compliquée parce qu'on a plus de difficultés à inhiber les distracteurs. Mais bon, les adultes, on est tout à fait soumis à ça aussi. Hein. Notre cerveau fonctionne quand même de la même manière globalement. Et puis, on a un circuit de la récompense qui est plus actif aussi chez les ados. Ça, c'est le circuit dans le cerveau qui est associé à un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. On entend peut-être un peu plus maintenant. Hein. Donc, cette activation du circuit de la récompense libère la dopamine et provoque du plaisir. C'est très actif chez les adolescents aussi. Donc, on se retrouve avec une recherche un peu plus accrue parfois de la production de dopamine. Et ce qui est aussi valable chez les adultes. Hein. On a la même problématique que nous aussi, hein, évidemment. Mais donc chez les adolescents, on va voir tout cet ensemble de problématiques de gestion des distracteurs, d'activation du circuit de la récompense plus intense, d'émotions aussi plus fortes qui vont être elles aussi évidemment des distracteurs internes importants. Donc c'est un peu plus compliqué quand même effectivement à l'adolescence de se concentrer, même si les problématiques perdurent. Mais en tout cas, les ados biologiquement ont des raisons évidemment plus objectives, on va dire, d'avoir des
un peu des, des problèmes ou des difficultés parfois à se concentrer, sans compter après ce qu'on a évoqué sur le sommeil, effectivement, qui est décalé chez les adolescents, ou l'importance du regard de l'autre et donc des interactions sociales qui sont aussi qui sont des traits caractéristiques de l'adolescence. Et également, quand même préciser que c'est aussi un moment de forte plasticité pour le cerveau, donc c'est aussi un moment où l'apprentissage peut être parfois facilité. Donc c'est une belle période, très agitée, évidemment, avec des caractéristiques qu'on retrouve vraiment dans le fonctionnement du cerveau. Et moi, je voulais vous demander d'abord, est-ce que pour commencer, on pouvait aussi définir qu'est-ce qu'était l'attention et quelle était la différence avec la concentration? Oui, alors c'est une bonne question parce que c'est pas équivalent, évidemment, quand on parle de l'un et de l'autre. Parce qu'en fait, on dit à nos enfants, à nos élèves, faut être attentif, mais en fait, faut être attentif et concentré, hein. C'est vrai que c'est 2 choses différentes. Alors, l'attention, c'est tous nos processus cognitifs qui vont nous permettre de traiter les informations qui nous parviennent par rapport à un objectif qu'on s'est fixé, tout en inhibant justement, les informations non pertinentes pour la tâche qu'on est en train de mener. Et du coup, l'attention, elle va bouger énormément, elle a plein de caractéristiques, hein. Dans le livre, j'ai utilisé un acronyme pour décrire les caractéristiques de l'attention. J'ai utilisé le mot complice. Je peux déployer un peu ce que ça veut dire, Bien peut-être. sûr. Donc, complice, ça décrit un petit peu les différentes, quelques caractéristiques de l'attention. Donc, le C de complice, c'est pour dire que l'attention, elle est capturable. Effectivement, les processus attentionnels sont assez sensibles à la distraction en réalité, et on est facilement distrait par un certain nombre de choses qui, qui sont soit extérieures à nous, et on parlera de distracteurs externes, soit intérieurs à nous, et on parle de distracteurs internes. Donc, l'attention, c'est quelque chose qui peut être vite capté. Ensuite, le O, c'est pour dire que c'est un processus qui est orientable. On peut choisir de faire attention à quelque chose. C'est volontaire, c'est un processus qui est volontaire. Alors, il peut être capté, mais il est aussi volontaire. On a vraiment le choix de poser notre attention sur quelque chose, d'interne ou d'externe. Je peux être attentif ou attentive à des pensées, à des sensations que j'ai, tout comme à des éléments extérieurs à moi. Le M, c'est pour dire que c'est aussi un processus qui est modulable. On peut moduler notre niveau attentionnel en termes d'intensité, en étant de plus en plus attentif, mais aussi en termes de sélectivité, c'est-à-dire en choisissant dans notre environnement ce à quoi on veut être attentif. Le P, c'est pour dire que c'est aussi un processus qui est préparatoire. Ça, on le sent bien typiquement, lorsqu'on conduit et qu'on veut démarrer vite au feu rouge. On sent très bien qu'on va poser notre attention sur le feu avec cette idée de préparation. C'est-à-dire qu'en fait, ça va nous permettre de réagir plus rapidement lorsque un stimulus va arriver et qu'on s'attend à avoir ce stimulus. Typiquement, quand on va passer au vert, on va d'un coup démarrer, alors que si on n'a pas cette attention préparatoire posée sur le feu, on va être un peu plus lent pour démarrer. Le L, c'est pour dire que c'est aussi labile, donc c'est pour signifier que l'attention est très fluctuante et que c'est difficile de la maintenir dans le temps sur un objet précis. Le I, c'est pour dire qu'elle est indivisible. L'attention, c'est un processus cognitif conscient qui traite les informations, mais qui ne peut traiter une information consciente, qui ne peut en traiter qu'une à la fois. Et donc, on ne peut pas diviser notre attention en étant efficace. Alors, dans la vraie vie, on divise notre attention tout le temps. Mais en fait, en réalité, on perd en efficacité dans les tâches qu'on mène si les deux tâches demandent un traitement cognitif et donc de la conscience dans le traitement des stimuli. Le C, c'est pour dire qu'elle est clarifiante. Là où on porte notre attention, on a un effet un peu de halo qui fait qu'on perçoit mieux les choses par rapport à là où on ne met pas son attention. Et puis le E qui termine le mot complice, c'est pour dire qu'elle est élastique, c'est-à-dire qu'on a une façon de diriger notre attention qui peut être très large ou très focalisée. C'est l'idée un peu d'élasticité comme ça. Et on va parler d'attention globale ou d'attention focale. Et ça, c'est aussi une capacité dans notre environnement de traiter les informations de deux façons. Ça, c'est pour décrire un peu toutes les caractéristiques associées à l'attention. Dans le livre, l'idée, c'est de reprendre évidemment tous ces éléments-là avec soit des tests, soit des petits jeux. Donc ça, c'est l'attention. Et alors, la concentration, c'est le fait de maintenir son attention dans le temps sur une tâche. Et donc, c'est un peu différent, parce que l'attention, on voit bien que c'est le processus mental de traitement des informations. La concentration, c'est le fait de maintenir dans le temps notre attention par rapport à une tâche qu'on va réaliser. Et donc, c'est deux choses distinctes, parce que la concentration, elle va avoir beaucoup besoin de la fonction exécutive de l'inhibition dont on a parlé tout à l'heure, puisque c'est ce qui va nous aider à
bloquer les distracteurs et à ramener notre attention sur ce qu'on est en train de faire. Donc, on a besoin à la fois d'attention pour traiter les informations pertinentes et on a besoin de concentration pour, lorsqu'on est distrait, ramener son attention sur la tâche en cours. Voilà, j'espère que c'est clair. Oui, très clair. Et ça permet d'enchaîner avec la première question qui nous a été posée dans le chat. Une question donc de Alizé qui nous demande l'attention fait-elle partie des compétences cognitives au sein des compétences psychosociales? Dans le projet de socle, il est question d'évaluer les CPS. Comment évaluer l'attention? Alors, dans les CPS, le volet cognitif, il va plutôt recouvrir la partie fonction exécutive, dont l'attention va être fortement dépendante aussi, hein, puisque du coup, les fonctions exécutives que j'ai citées au début, hein, que sont l'inhibition, la mémoire de travail, la flexibilité, ça peut se mesurer, ça peut se mesurer plus facilement, et c'est très impliqué dans le processus attentionnel. Entre autres, pas que, mais dans le processus attentionnel, dans le processus de contrôle des activités cognitives, dans les processus de planification, de régulation. Et donc ça, par contre, c'est plus facile de le mesurer. Il existe des façons d'aller mesurer ces fonctions exécutives. Et donc ça, par contre, c'est assez impliqué dans le volet cognitif des CPS. Le volet aussi, j'ai envie de dire, parce que les fonctions exécutives, elles sont aussi dans le volet, par exemple, émotionnel. Dans la régulation des émotions, ça va nécessiter parfois aussi de mettre en place, d'activer nos fonctions exécutives. Donc, c'est quand même un volet, la partie cognitive, elle est quand même assez impliquée dans un certain nombre d'éléments des CPS. Après, il y a des tests pour mesurer des aspects plus spécifiques de l'attention. Mais c'est un peu compliqué parce que ce sont des tests qui vont être très spécifiques et qui vont mesurer ce qu'on peut appeler par exemple l'attention soutenue. Mais après, ça ne va pas mesurer la capacité d'un élève à rester concentré en classe, par exemple, pendant un certain temps. Donc si la question en creux, c'est ça, c'est aussi comment mesurer l'attention des élèves en classe, là c'est très compliqué en réalité, parce que ça dépend aussi de plein de facteurs. Et en fait, c'est pas tant l'attention qui nous intéresse, c'est la concentration en classe, c'est la capacité que vont avoir les élèves, par exemple, à reporter à chaque fois leur attention sur ce qu'ils sont en train de faire et pas rester distraits ou distraites par des pensées ou des choses qui se passent en classe. J'espère que j'ai répondu à la question. J'espère aussi. En On partie. pourra compléter s'il y a Il faut pas hésiter à une question reposer. complémentaire Bien sûr. en plus. Ça m'amène aussi à une question dans le livre. Vous parlez d'un certain nombre de neuromythes. Et à ce propos, justement, est-ce qu'on est capable de faire plusieurs choses à la fois? Est-ce que les ados sont capables de faire plusieurs choses en même temps? Ouais, alors non, hein, je l'ai un peu dit quand je parlais de l'indivisibilité de l'attention, c'est-à-dire que, en fait, on peut faire plusieurs choses à la fois, bien évidemment. Concrètement, on le fait tout le temps, et peut-être même que là, ce soir, les personnes qui écoutent font aussi autre chose en même temps. Donc en fait, on le fait tout le temps. La question, c'est est-ce qu'on peut rester performant ou performante dans les tâches qu'on mène lorsqu'on mène plusieurs tâches en même temps? Et là, la réponse est non. La réponse, elle est assez simple. On mène une tâche consciente à la fois. Donc, dès qu'on en a plusieurs, le cerveau va switcher de l'une à l'autre et alterner. Donc, ça va à la fois le ralentir dans ses processus de traitement et ça va altérer aussi la performance de traitement. Et là, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte parce que, à moins que les tâches nécessitent vraiment un suivi très spécifique et qui nous permet de mesurer la diminution de la performance. Par exemple, si on nous écoute actuellement tout en écrivant un mail, eh bien, la personne, de toute façon, on l'a déjà tous vécu, hein, on voit bien qu'on oscille entre je suis en train d'écrire une phrase et j'écoute beaucoup moins ce qui se passe, et d'un coup, j'écoute ce qui se passe et je lève les doigts parce que je suis plus en train d'écrire. Et quand je mène les deux, il y a des choses que je loupe dans la conférence et en même temps, dans mon mail, il y a plein de fautes. Donc, c'est un peu cette idée que c'est une tâche consciente à la fois, dans tous les cas, et les adolescents ne font pas exception. Ils sont comme pour les adultes. La seule différence, c'est qu'il y a, je parle bien de conscience, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de diminution des performances si on est en train de mener une tâche qui est automatisée. Si elle est automatisée, elle ne nécessite pas de conscience et de traitement conscient, et dans ce cas-là, elle peut être menée tout à fait en parallèle d'une autre tâche sans que la tâche consciente menée en même temps soit impactée par cette multitâche. Donc, parfois, ça va juste simplement aller questionner ce qui est automatisé déjà comme tâche. Utiliser, par exemple, techniquement un outil, si on l'utilise tous les jours, l'utilisation technique ne va pas demander beaucoup de choses de conscience et donc pour être menée en même temps qu'une autre tâche. Mais ado comme adulte, pour le coup, là, et homme comme femme d'ailleurs, on est là pour le coup, le cerveau n'est pas multitâche consciente.
Et est-ce qu'on peut, par exemple, travailler en écoutant de la musique ou faire ses devoirs, tout en écoutant Ah de oui, la musique alors en fond c'est une sonore? bonne question. C'est une bonne question parce que, c'est vrai que c'est une question qu'on a souvent d'ailleurs aussi. Est-ce qu'on peut travailler avec la musique? Alors oui, on peut travailler avec la musique à condition que le cerveau ne traite pas, les paroles. Donc c'est-à-dire, en gros, hein, si j'ai de la musique sans paroles ou si je comprends absolument rien des paroles, vraiment j'ai aucune notion de la langue, de la chanson, il y a pas parce que le traitement du langage, c'est automatisé, dans le cerveau, donc il le fait, sans qu'on ait besoin de se dire: «Tiens, je vais traiter». Donc en fait, ça impacte, effectivement les processus, attentionnels, les processus de traitement cognitif s'il y a des paroles. Et donc il vaut mieux favoriser dans ce cas-là des musiques sans paroles, donc de la musique classique, du jazz, de la musique électro, de la musique zen. Enfin aujourd'hui, il y a vraiment plein de choses qu'on peut aller chercher, sans problème, dans des styles très différents et qui peuvent nous plaire. Ce sera plus efficace. Même si la musique a quand même un effet parfois d'isolement, sensoriel et de bien-être, parfois il faut balancer. C'est-à-dire qu'on aura un effet négatif sur le cerveau, mais si en même temps ça me permet d'être plus concentré parce que j'entends plus de bruit alentour, parce que je suis dans un environnement bruyant par exemple, là je vais avoir un effet positif associé au fait que je vais être plus facilement concentré. Et ça peut parfois, bien sûr balancer, l'aspect négatif. Mais globalement, il vaut mieux quand même conseiller de se faire des petites playlists travail et on se les lance quand on travaille et ces playlists ne contiennent pas de paroles. C'est quand même le mieux. Et d'après vous, quels sont les principaux distracteurs, des ados, alors externes et internes? Alors, côté externe, bah, ça va être tout ce qui nous entoure. Donc on va, alors tout ce qui va être saillant dans notre environnement, donc on va retrouver évidemment, tout ce qui surgit dans notre environnement, de manière, un peu brutale, quelle que soit la caractéristique de cet élément. Ça peut être un mouvement, ça peut être quelque chose qui scintille, ça peut être une couleur, ça peut être, notre prénom. Notre prénom, ça c'est terrible comme distracteur, hein, parce que on a beau être concentré, si on entend notre prénom dans la conversation qui est derrière nous, il y a de fortes chances que notre attention bascule tout de suite dessus. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui va nous entourer. Donc on va retrouver aussi tout ce qui est après visuel, par exemple les affiches. Les affiches vont aussi être des sources de distraction. Alors les affiches en classe, par exemple, lorsqu'elles sont face aux élèves au niveau du tableau, mais par exemple dans une chambre, si elles sont face aussi au bureau, si on a des affiches ou si on a un mur de photos qui est très joli, très sympa et qui nous met en lien avec nos amis, et c'est top, mais en même temps, si c'est juste en face du bureau, il suffit que je lève les yeux pour me perdre dans un méandre de distractions qui sont offerts par les photos. Donc on va vraiment retrouver tout ça en termes d'environnement, le bruit aussi également, les conditions de température, donc tout ça, c'est des éléments de l'environnement extérieur qui vont venir nous impacter. Et à ça, on va rajouter tous les éléments internes, où on va trouver les distracteurs plutôt physiologiques, donc tout ce qu'on va ressentir de l'ordre des besoins physiologiques, comme aller aux toilettes, avoir chaud, avoir froid, avoir faim, avoir soif, avoir mal, évidemment, tout ça, ça va effectivement beaucoup perturber. Mais même en admettant qu'on soit physiquement plutôt bien, on a les distracteurs émotionnels et les adolescents et adolescentes sont quand même particulièrement sensibles à ça. Donc, ça peut surgir d'ailleurs, hein, de manière plus ou moins aléatoire. Ça peut être déclenché par plein de choses, mais ça va distraire. Et même si en plus on est dans un état, on va dire, plutôt zen, de légère détente, légère joie, on va dire, comme mettons peut-être tout le monde ce soir, on nous écoute en étant dans un état de légère joie et sans besoin physiologique, et ben on a quand même les pensées qui sont aussi des distracteurs cognitifs qui vont surgir là aussi. Alors, parfois, c'est des choses qui surgissent parce que ça nous préoccupe, donc c'est des choses qui vont revenir qui vont nous revenir comme ça au niveau attentionnel. Et puis, des fois, c'est des choses qui ne sont pas forcément du tout en lien avec ce qu'on est en train de faire et qui sont parfois totalement triviales, comme qu'est-ce que je vais manger ce soir, quoi. Et ça peut surgir alors qu'on est en train de travailler ou de faire quelque chose. Donc, on a ces trois volets à l'intérieur, plus tout ce qui est à l'extérieur. Donc, et alors, le téléphone, qui, au niveau distracteur externe, est une belle source aussi de distraction, forcément, entre les notifications que ça envoie, entre l'activation du circuit de récompense et les pics de dopamine déclenchés par les likes et les choses comme ça, le multitâche qui est associé au téléphone, parce que bah, du coup, on peut faire plein de choses avec le téléphone, c'est une source en lui-même de beaucoup de distractions. Pour les adultes aussi, d'ailleurs, au passage. Oui, on ne fait pas exception. Ouais. Et justement, bah, pourquoi, c'est si tentant de céder à ces distractions? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à nous et les ados aussi surtout, parce que c'est le centre de cette, Mais les ados, conversation, bien sûr. mais c'est valable pour les adultes. Pourquoi on cède, si facilement à ces distractions?
On satisfait facilement parce que ça déclenche du plaisir dans notre cerveau. Donc en fait, c'est souvent plus intéressant de déclencher du plaisir, notamment que de faire quelque chose qui n'en déclenche pas. Donc c'est notamment, et c'est très net dans toutes les situations où nous ne sommes pas dans une tâche qui déclenche du plaisir chez nous. On est par exemple beaucoup moins tenté de regarder son téléphone lorsqu'on est en train de faire son activité préférée. Parce qu'en elle-même, elle va déclencher chez nous une source de plaisir, et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'aller en chercher ailleurs. Donc si je joue à mon jeu préféré, à ce moment, qui passe au téléphone, par exemple, à ce moment-là, je ne vais pas forcément l'arrêter pour aller regarder mon téléphone. En revanche, je suis en classe, par exemple, et où je regarde un film qui m'intéresse moyennement avec mes parents, par exemple. Bon, bah là, très typiquement, la tâche ne me génère pas de plaisir chez moi, donc je vais aller en chercher ailleurs. Et comme j'ai dans la poche un distributeur de petits plaisirs instantanés, eh bien, je vais prendre ce petit distributeur de plaisir instantané et l'activer pour avoir plus de plaisir. Donc en fait, la problématique, elle va être surtout sur ça. Et comme les adolescents passent une très grande partie de leur journée en classe à faire des activités qui potentiellement ne leur déclenchent pas beaucoup de plaisir, bon, c'est beaucoup plus intéressant évidemment de basculer sur le téléphone à ce moment-là. Et justement, vous expliquez dans le livre, que le téléphone portable a des effets, sur certaines capacités du cerveau. Quels sont ces effets? Oui, parce que ce qui est intéressant avec, avec le téléphone, c'est que on vient de décrire, hein, déjà ce qu'il fait en lui-même, hein, donc il est source évidemment de tout ce qu'on vient d'évoquer. Mais ce qui est intéressant, c'est que, il y a des études qui montrent aussi que le téléphone en lui-même, le fait de le voir, même s'il est posé sur son bureau, en mode silencieux et l'écran est caché, eh bien le fait, par exemple, qu'il soit visible, ou l'avoir sur soi par rapport à le mettre dans une autre pièce, ça a un effet sur certaines fonctions cognitives. Ça a un effet sur la capacité, par exemple, de la mémoire de travail, qui est une des fonctions exécutives que j'ai citées tout à l'heure, qui est un espace mental dans lequel on raisonne, on réfléchit. Et c'est un espace qui est limité en termes de quantité d'éléments qu'on peut manipuler pour réfléchir et raisonner. Eh ben, cet espace, il est impacté par la présence du téléphone, même lorsqu'il est éteint. C'est-à-dire que le téléphone éteint qui ne générera pas de notification, par exemple, eh bien, va quand même occuper un espace dans la mémoire de travail et impacter cette fonction exécutive. Or, c'est une fonction qu'on va utiliser lorsqu'on raisonne et qu'on travaille. Donc, ça va impacter les performances, le fait d'avoir le téléphone devant soi, alors même qu'on l'aura éteint. Ça, c'est quand même intéressant de le savoir, cet effet-là. Il est donc préférable, effectivement, le temps au moment où on va travailler, d'éloigner le téléphone et vraiment pas l'avoir autour de soi. L'effet est quand même bien moindre lorsqu'il est dans une autre pièce. Et est-ce que vous diriez qu'on peut apprendre à se concentrer, que c'est quelque chose qui s'apprend? Alors c'est quelque chose qu'on peut, oui, développer parce que, il y a bien sûr une partie de la concentration, elle va être associée à notre capacité à inhiber nos distracteurs. Donc c'est sûr qu'il y a un lien quand même avec cette fonction exécutive et donc à son développement, bien évidemment. Pour autant, c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler parce que, consciemment, se concentrer nécessite de prendre conscience qu'on est soumis à une distraction, puis, choisir de cesser de suivre cette distraction et de ramener son attention, de la remettre sur des éléments associés à la tâche, et tout ce que je viens de dire, ça s'apprend potentiellement, à quoi je suis particulièrement sensible, qu'est-ce que je mets en place une fois que j'ai pris conscience que je suis dans une distraction, ramener mon attention et me remettre dans mon objectif qui me guide au niveau attentionnel. Tout ça, c'est des étapes qui permettent de rester davantage concentré. On peut apprendre ou mettre en place des tips, des petites astuces pour s'aider à faire ça. Donc oui, après, comme pour tout ce qu'on fait sur le cerveau, rien n'est magique, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on mettra en place des routines qu'elles vont forcément marcher. Parfois, il faut les tenir un certain temps, pour qu'on s'habitue aussi à les mettre en place. Mais, sur l'aspect, mise en place de routine, il y a des effets aussi, qui s'observent sur, le fait qu'on va plus facilement poursuivre un objectif si on met en place certaines routines qui nous permettent de lutter contre les obstacles, les distractions, choses comme ça. Donc oui, ça s'apprend, on peut travailler cet aspect-là. Et dans le livre, vous donnez aux ados de nombreuses astuces, il y en a plein, sur, voilà, comment justement travailler la concentration, éviter, les distractions. Mais voilà, pour donner des clés, les premières clés, aux personnes qui nous regardent et qui sont donc soit enseignants, soit parents, qu'est-ce que vous donneriez comme premier conseil à des ados? Facilement Ah, applicables, on va dire, ouais. pour mieux se concentrer. Ouais, c'est une vraie question. Je dirais que peut-être la porte d'entrée quand même, c'est savoir un peu comment ça fonctionne.
C'est-à-dire que c'est prendre conscience un petit peu de ce que c'est que l'attention, qu'est-ce que c'est la concentration, qu'il y a des distracteurs, avoir conscience des différents types de distracteurs, parce que à partir du moment où on a un peu identifié ce qui... Parce que ça, c'est très personnel en réalité. Bon, le téléphone, c'est pour tout le monde, hein. Donc, c'est vrai que de toute façon, assez vite, il faut attaquer le téléphone aussi, comme en tout cas objet de travail de la concentration. Mais après, c'est très différent. On n'a pas tous et toutes la même sensibilité aux distracteurs. Il y a certains d'entre nous, on est plus sensible au bruit, par exemple. Le bruit, c'est un truc qui va nous empêcher totalement de nous concentrer. D'autres, ça va être, par exemple, les émotions. On sera beaucoup plus facilement envahi d'émotions que d'autres. Ça peut être les pensées. Qui vont au contraire boucler en forme de rumination mentale. Donc on peut avoir des sensibilités très différentes. Et les choses qu'on mettra en place, elles vont dépendre évidemment du type de distracteur qui nous concerne. Donc je dirais que peut-être le premier conseil, c'est quand même de se connaître. Se connaître déjà comment fonctionne l'attention et qu'est-ce qui, moi, m'impacte particulièrement en termes de distraction. Est-ce que je passe des heures devant mon bureau à regarder les photos de mes amis comme ça parce que ça me rappelle plein de bons souvenirs, cette soirée, ce truc, bon, bah là, voilà, c'est typiquement quelqu'un qui prend conscience que ça, c'est un distracteur fort, bah, on ne mettra pas en place la même chose que quelqu'un pour qui c'est le bruit. Parce qu'on voit bien que là, il va falloir nettoyer visuellement ce qu'il y a devant le bureau, alors que quelqu'un d'autre, peut-être, ce sera mettre des bouchons d'oreilles, mettre une playlist de musique sans parole. Donc, à partir du moment où on se connaît davantage, on peut agir plus facilement sur les distracteurs. Donc, mon premier conseil, ce serait probablement comprendre comment ça marche l'attention et à quoi, moi, personnellement, je suis sensible en termes de distraction. Merci beaucoup. Et donc, on parlait du téléphone en disant que c'était un peu le distracteur numéro un, aussi bien pour les ados que pour les adultes. Oui. Quels seraient vos conseils pour justement bien gérer l'utilisation du téléphone? Alors là, il y a plein de choses, hein, parce que là aussi, hein, c'est pas un objet facile, parce que cet objet en lui-même, il est porteur aussi de beaucoup de fonctionnalités, de mise en lien avec les autres. Donc on sait que par exemple qu'à l'adolescence, c'est très important. Donc là, il y a plein de choses qu'on peut sûrement aller travailler, réfléchir. Il s'agit pas, je pense que peut-être la première approche, en tout cas à avoir bien en tête, c'est pas de diaboliser l'outil, parce qu'en lui-même, enfin, je pense que en tant que parent, de toute façon, c'est impossible d'entrer comme ça. Donc, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est plutôt de travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser le téléphone sans qu'il vienne trop perturber. Là aussi, il y a des différences hein, dans la façon dont on est sensible au téléphone. Il y a une forme d'addiction au téléphone plus ou moins forte. Et les effets, tout à l'heure, par exemple, je parlais des effets de voir le téléphone devant soi. La publication, l'article décrivait aussi des effets variables en fonction de l'addiction au téléphone. C'est-à-dire que plus on est addict à son téléphone, par exemple, plus cet effet sera fort. Donc, ça veut dire que pour les personnes qui sont particulièrement addictes au téléphone, on aura des effets plus importants de voir le téléphone, par exemple, que pour des personnes moins addictes. Donc, on voit aussi que il y aura des différences en fonction de sa propre relation avec le téléphone. Donc après, ça va se construire, des moments où on sera avec, on aura le droit d'utiliser, des moments où on n'aura pas le droit d'utiliser. Questionner aussi tout ce qui relève, puisqu'on sait que tout ce qui est sur téléphone est conçu pour déclencher chez nous des pics de dopamine et faire en sorte que on reste dessus. Donc le scrolling à l'infini sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est typiquement une source majeure d'activation du circuit de la récompense qui marche très bien chez les adultes aussi. Et là, c'est le questionner, c'est-à-dire que c'est se mettre des timers pour pouvoir à un moment donné se dire stop, là, ça y est, j'ai atteint le quota. Alors le quota peut varier bien évidemment, hein, mais moi adulte, j'ai mis des quotas de temps sur mes réseaux sociaux parce que comme les adolescents, je suis capable de scroller à l'infini alors qu'il est 1h du mat et que je me lève le lendemain. Mais c'est toujours sympa de voir la prochaine vidéo, le prochain truc, c'est tellement facile aussi. Donc il y a cet aspect-là, il y a aussi comment est-ce qu'on gère le paramétrage des notifications. Parce que il y a aussi cet effet de pouvoir répondre dès que j'ai une notif. Donc il y a une manière aussi de paramétrer les notifications, de ne pas les faire apparaître, pas les faire popper, de ne pas indiquer toujours le petit 1 sur notre réseau social disant il y a un truc que j'ai pas encore lu. Donc tout ça, c'est aussi des choses qui peuvent se paramétrer pour pas que ça s'affiche, pour pas que ce soit en page d'écran, page d'accueil dès qu'on arrive dessus. Après, il y a toutes les astuces de gestion autour du téléphone, donc des moments avec, des moments sans, des moments où je me mets en mode avion. Des moments aussi où si je sens que je suis attiré par mon téléphone, j'ai une liste de choses à faire sympa pour moi et je me jette sur une autre chose à faire que de me jeter sur mon téléphone. Donc, il y a un peu tout ça, et c'est difficile de donner une sorte
de conseils pour tout le monde, parce qu'on voit bien avec tout ce que j'évoque que ça ne marchera pas pour tout le monde, en fait. C'est vraiment un chemin individuel. Et l'idée, lorsqu'on est parent, c'est vraiment d'accompagner sur ce chemin-là, c'est-à-dire quelles sont les problématiques que je rencontre et qu'est-ce qu'on peut mettre en place parmi tout ce que je viens d'évoquer. Il y a encore plein d'autres pistes euh, pour lutter contre ces problématiques qu'on va avoir, peut-être de concentration, peut-être de faire des choses sur son téléphone à la place de faire peut-être des devoirs. Voilà, donc tout ça, ça se questionne avec les ados, évidemment, on ne peut pas faire ça sans eux. Et il s'agit d'identifier ce qui pose problème et de construire des pistes acceptables à deux. Il s'agit vraiment d'un contrat. Il s'agit aussi de voir, parce que c'est intéressant de voir qu'en tant que parent, ça nous questionne, nous aussi, sur l'usage du téléphone. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à nos ados de faire des choses que nous, on ne fait pas. Par exemple, en termes de gestion du téléphone, si nous-mêmes, on n'est pas capable de mettre un timer parce qu'on considère que, plein de raisons, c'est difficile de demander à nos ados de le faire. Donc c'est aussi il y a un peu l'idée d'un contrat et d'un chemin à construire ensemble en tant que parents, de se dire, ben voilà, moi aussi, je suis comme toi, hein, le téléphone, c'est un outil qui peut me distraire. Donc on peut aussi mettre des règles collectives et réfléchir collectivement, mettre des astuces différentes, parce qu'encore une fois, on n'a quand même pas le même rapport et pas le même usage, donc il y a quand même des différences qu'il faut aussi prendre en compte. Mais ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut construire ensemble. Et pardon, j'enchaîne. Vous dites aussi dans le livre qu'il ne faut pas se décourager, qu'on peut aussi y aller progressivement. Je pensais par exemple, vous parliez du mode avion, proposer aux ados de faire par exemple le premier jour 2 minutes en mode avion, donc c'est plutôt atteignable. Et puis le deuxième jour, on va passer à 5 minutes. Et puis le troisième jour à 10 minutes pour voilà, arriver à se dire ah ben en fait je progresse. Au début, ça paraît impossible de le mettre en mode avion pendant 1 heure, mais si on fait un tout petit peu plus chaque jour, ça Oui. devient possible en fait. Oui, et d'ailleurs, je pense que c'est pas un objectif qu'il faut poser dès le début. 1 heure, c'est beaucoup trop. Donc effectivement, il y a cette idée aussi, mais ça, c'est un peu pour, j'ai envie de dire, pour le cerveau, pour tout ce qu'on va mettre en place, hein. C'est comment est-ce qu'on rend acceptable le chemin ou la piste qu'on a choisi de mettre en œuvre, pour que ça reste atteignable pour soi. Et le atteignable pour soi, parfois, en tant que parent, on considère que non, quand même, ça va, 2 minutes, c'est faisable. Enfin, on peut passer direct à 10. Et oui et non, en fait. C'est-à-dire que ça dépend du degré d'addiction qu'on a avec son téléphone, hein. Si je l'ai toujours branché sur moi, je regarde en permanence, 2 minutes, c'est déjà, en fait, une angoisse, quoi. C'est déjà, je vais louper des trucs. Donc, cette idée de progressivité, elle est importante aussi, et il ne faut pas peut-être arriver avec l'idée qu'on voudrait mettre la barre là, alors que à ce niveau-là, c'est pas acceptable pour l'ado. Et donc, l'ado voudrait que ce soit là, nous on voudrait que ce soit là. Donc, c'est quoi le juste milieu qui est acceptable pour tout le monde? Mais comme c'est l'ado qui va agir, il vaut mieux partir quand même de ce qui est faisable pour lui ou pour elle, et puis progressivement d'élargir, d'augmenter, d'améliorer. On aura bien plus de chances que ça ait des chances, parce qu'encore rien n'est magique, hein, que ça ait des chances de marcher en proposant des choses progressives, plutôt qu'en proposant directement des trucs qu'on souhaiterait, en fait. C'est-à-dire, voilà, tu fais tes devoirs, donc pendant 1 heure, pas de téléphone. Bon, voilà, oui, ça c'est ce qu'on aimerait peut-être en tant que parent, mais c'est pas forcément peut-être qu'on y arrivera, hein, et peut-être qu'on n'y arrivera pas d'ailleurs. Peut-être que ce sera 20 minutes sans téléphone, 5 minutes avec, 20 minutes sans téléphone, 5 minutes avec, par exemple. Et c'est OK, finalement, quelque part, si à la fin, il y a 1 heure de travail qui est fait, que le travail est fait, parce que la question, c'est toujours qu'est-ce qu'on fait pas, ou qu'est-ce que ça impacte, en fait. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Si ça impacte pas, quel est l'enjeu aussi? Voilà, donc tant que ça impacte les processus d'apprentissage, tant que ça impacte le travail, tant que ça impacte, OK, on peut vraiment se questionner. Si ça impacte pas, là aussi, on peut se questionner pour qu'on questionne, hein. Et dans la dernière partie du livre, vous parlez d'un quatuor gagnant pour l'attention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, développer ce dont vous parlez Oui, alors bon, je vais appeler ça les 4 S, histoire de pouvoir le retenir plus facilement. C'est l'idée de dire qu'il y a tout ce qu'on a évoqué, c'est déjà un énorme volet, évidemment, que gérer les distracteurs, et ça fait partie vraiment de se former à la concentration. C'est vraiment cet aspect-là, et il y a vraiment du boulot. Mais il y a d'autres aspects aussi qui viennent interférer sur les processus attentionnels. Donc c'est ces 4 S. Donc il y a le sommeil, qui là forcément va impacter, hein. C'est moins de sommeil, ça impacte les processus attentionnels, ça impacte les performances scolaires, ça, il y a pas mal de données sur ça, donc c'est un vrai enjeu. C'est d'autant plus un vrai enjeu que les adolescents et les adolescentes ont un décalage dans l'endormissement
qui peut être de 2 heures par rapport aux enfants, par exemple, donc ils se retrouvent dans l'adolescence, la puberté commence à y avoir ce décalage, mais bon, le matin, il faut quand même se lever à la même heure, parce que l'école, elle, ne se décale pas du tout, donc il faut quand même se lever, donc on peut vite se retrouver en dette de sommeil, et à pas respecter les préconisations qui sont données en termes de combien d'heures il faut dormir en fonction de l'âge qu'on a. Et donc là, la qualité du sommeil et la quantité du sommeil, ça peut impacter les processus attentionnels. Donc c'est un premier volet aussi qu'on peut aller questionner. Et là, le téléphone, il fait aussi partie évidemment de ce volet-là, hein. C'est-à-dire que comment est-ce que je construis mes rituels du soir, mon hygiène un petit peu autour du sommeil, avec pas d'écran, donc, parce qu'on sait que les écrans, ça effectivement, la lumière bleue, notamment des écrans, va activer dans le cerveau des processus qui vont maintenir en éveil. Donc ces questions-là, il faut aussi les aborder. Ça fait partie un peu du jeu lorsqu'on parle de l'attention. Pas le mettre de côté. Le deuxième point, le deuxième S, c'est le sport, l'activité physique. L'activité physique, elle a un effet positif sur les processus attentionnels, en particulier les activités physiques qui nécessitent de l'attention. Par exemple, si je mets mes écouteurs et que je cours autour de chez moi comme ça en chantant à tue-tête, ça va pas avoir trop d'effet. Mais en revanche, les activités physiques où on a des gestes techniques physiques qui nécessitent de l'attention, eh bien, c'est typiquement ce genre d'activité qui peut aider aussi là à développer ses capacités de concentration et d'attention, puisqu'il faut les mobiliser lorsque on a un geste technique à apprendre et à mettre en œuvre. Et ça, c'est relativement transférable ensuite à d'autres situations, comme d'autres paramètres qui mobilisent fortement l'attention. Donc, le sport, en l'occurrence, quand on a en tout cas de sport avec de la concentration, ça, c'est intéressant aussi. Le troisième S, c'est saine alimentation. Là aussi, hein, l'alimentation, alors au sens très large, elle a un impact évidemment important au niveau du cerveau, sans cibler spécifiquement les processus attentionnels. Déjà, juste le fait de bien manger a un effet sur le cerveau, et donc c'est important aussi alors c'est important. Après, si je cherche vraiment à me concentrer, c'était pas le premier truc à aller regarder. Encore une fois, hein, tout ce qu'on a dit avant, c'est important, mais ça fait partie des paramètres qui peuvent jouer. Parce que l'attention va aussi fluctuer en fonction de l'alimentation et de la qualité de l'alimentation. On sait tous très bien qu'après un énorme repas à midi, l'attention chute derrière. Donc voilà, on sait qu'il y a des effets assez nets aussi à ce niveau-là. Et le dernier point, le quatrième S, c'est pour le stress géré, pour dire que le stress aussi, évidemment, peut impacter les processus attentionnels, entre autres, en mobilisant évidemment les processus attentionnels, la mémoire de travail sur les éléments stressants. Donc sur le stress, évidemment, je crois que dans la collection, il y a tout ce qu'on est en train d'évoquer, il y a des ouvrages hein, d'ailleurs sur chacun d'entre eux pour aller creuser ça davantage, parce que là, c'est pas l'objet effectivement de je me concentre, mais néanmoins quand même dire que le stress joue. Alors un peu de stress, c'est OK. Ce qui va poser problème, c'est le stress chronique, c'est voilà, des formes de stress plus impactantes, et que là, du coup, il faudra prendre en charge aussi si là, on sent que ça vient impacter de manière très forte notre processus d'attention ou la performance scolaire, par exemple. Donc là, il faudra aller voir peut-être le bouquin, je sais pas comment il s'appelle, dans la collection sur le stress, mais C'est Stop au stress de Gilles Stop au Payet. stress, voilà, exactement. Donc là, si on est particulièrement soumis à ça, il faudra probablement aller là. Donc on voit bien, encore une fois, hein, avec ces 4 S, que c'est encore une fois très individuel et personnel. C'est-à-dire que là encore, on n'aura pas tous et toutes, tout le monde n'est pas en manque de sommeil, tout le monde n'a pas la même quantité de sport, tout le monde ne mange pas pareil, tout le monde ne stresse pas de la même façon, n'est pas soumis aux mêmes facteurs de stress. Donc tout ce qu'on évoque depuis le début, on voit que c'est un travail individuel. On ne peut pas arriver avec des tips qui vont marcher pour tout le monde. Il va falloir se questionner. C'est pour ça que vraiment, je reviens sur le premier conseil à donner, hein, c'est comprendre comment tout ça marche, comprendre ce qui impacte l'attention, et ensuite identifier ce qui, pour soi, est le plus impactant. Et à partir de là, commencer à travailler sur des conseils, des astuces, des tips qu'on va pouvoir mettre en place une fois qu'on a identifié ce qui nous concerne particulièrement. Et vous parlez aussi dans le livre de l'importance de faire des pauses. Je crois qu'on a le témoignage d'un ado, qui dit qu'il s'était fixé l'objectif de travailler, je sais plus si c'était 1 heure ou 1 heure et demie tous les soirs en rentrant du collège, pour réviser et faire ses devoirs, qu'en fait il a essayé, qu'il s'est rendu compte qu'au bout de 5 minutes, il était en train de jouer avec son stylo, ou de scroller sur son téléphone, parce que voilà, 1h30 c'était beaucoup, que peut-être il aurait fallu un peu fragmenter, plutôt le Mm. temps de travail.
Oui, mais ça d'ailleurs, c'est un peu des stratégies qui sont même proposées en management aujourd'hui, hein. C'est en fait cette idée d'alterner des moments de concentration importante et des moments de pause. Comme la concentration, de toute façon, l'attention ne peut pas être maintenue de manière élevée sur un temps très très long. C'est de toute façon plutôt conseillé d'inclure déjà des pauses. De toute façon, si on n'inclut pas des pauses officielles, entre guillemets, on les prend en réalité. C'est typiquement, bah, je vais aller aux toilettes, je vais aller boire un verre d'eau, je vais prendre un petit biscuit, ou je vais rêvasser. Je vais être dans ma tête pour des choses plus ou moins importantes. Donc en fait, d'une manière assez générale, on le fait ça. Ou je prends le téléphone et je regarde dessus. Donc l'idée, c'est effectivement de se dire qu'on gagnerait probablement à alterner des phases de vraie concentration avec des phases de pause, parce que c'est pas tenable. Donc il faut vraiment des moments d'alternance comme ça. Mais quand on est en phase de vraie concentration, en management, on parle de deep learning, c'est vraiment l'idée de se dire, bon, je fais que ça, quoi. Je me concentre vraiment sur un truc et je fais que ça. Je regarde pas mes mails, je regarde pas mon téléphone, mais je me fixe un temps. Et une fois que ce temps est fini, je prends une pause. Donc là, je regarde mon téléphone, je regarde mes mails, il n'y a pas de problème. Et puis, j'alterne comme ça avec des moments vraiment de concentration élevée, des moments où je m'arrête, je me pose. Et après, évidemment, quelle durée? Eh ben, ça dépendra de chacun. Parce que là, il n'y a pas de recherche qui va me dire pour tel âge, la durée idéale, c'est temps, et puis les pauses, c'est temps. Non, là, c'est pareil. C'est à falloir chercher pour chacun et pour chacune, qu'est-ce qui est acceptable en termes de concentration intense, quelle durée de pause, et voilà, combien de temps je fais ces cycles d'alternance entre concentration intense et pause totale au niveau attentionnel. Oui, mais parce que je pense qu'en plus, si on n'a pas du tout prévu de faire des pauses et qu'on s'est prévu une, durée de travail, intenable, non seulement on va être distrait parce que de toute façon, c'est pas possible de rester concentré si longtemps, mais en plus, il va y avoir de la culpabilité qui s'ajoute de se dire, «Ah mais non, mais je m'étais fixé tel objectif, là, Oui, j'ai échoué, quoi». oui, oui, c'est pour ça, encore une fois, il vaut mieux repartir, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, de se fixer déjà des petits objectifs au début et de voir comment on le gère. Parce que là aussi, si on se fixe des objectifs beaucoup trop élevés, on va pas bien les gérer. Si on les gère pas bien, ça va nous impacter aussi en se disant, bah, on est nul, on n'arrive pas à fixer des objectifs et à les tenir. Donc là aussi, il y a tout un enjeu. Et lorsqu'on accompagne des ados, que ce soit pour ce qu'on est en train de dire ou d'ailleurs, hein, c'est des vraies questions. C'est des vraies questions. Se fixer des objectifs, oui, mais écoute, si j'y arrive pas, quoi. Si je les atteins pas, bah, ça m'impacte individuellement. Forcément, ça vient me questionner sur ce que je suis, mes capacités, et donc ça peut aussi avoir un impact négatif. Là aussi, hein, il y a des stratégies qu'on peut mettre en place pour essayer de contourner cette problématique-là. Notamment en fixant pas des objectifs précis, sans fixer à côté des obstacles potentiels et qu'est-ce que je fais si je suis confronté à ces obstacles. C'est-à-dire que souvent on est sur l'objectif, et bah, mon objectif c'est ça, et on s'arrête là. Alors ça marche, ça peut marcher, mais ce qui marcherait mieux, c'est voilà mon objectif. Et qu'est-ce qui pourrait se passer qui m'empêcherait de l'atteindre? Et travailler ça en fait. Et c'est ça qui est intéressant parce que à ce moment-là, déjà on pose dès le début qu'en fait il y a des obstacles qui sont présents et on met en place des stratégies. Si ça arrive, alors je fais quoi? Voilà, des sortes de formules pour le cerveau, si alors, qu'on planifie dès le début lorsqu'on pose des objectifs. Parce que si on pose que l'objectif, bah, et que je n'atteins pas, je vais être confronté aux obstacles, mais je ne les ai pas prévus, je ne les ai pas gérés en amont, et du coup, ça peut avoir des aspects négatifs. Alors que cette approche de se dire, bah, voilà, je me fixe un objectif et j'identifie des obstacles qui me concernent et je mets en place des intentions, enfin c'est ça l'idée, j'implémente des intentions en format si alors, eh ben, il y a plus de chances qu'on atteigne notre objectif finalement en faisant ça. Et pour revenir, sur le livre, hein, donc on a parlé tout à l'heure de la particularité de ce livre par rapport au reste de la collection, l'aventure, avec, autour du royaume de Mantalia et du dragon, qu'on doit affronter, pour, voilà, voir si on a bien retenu l'essentiel. On voulait savoir un peu, voilà, comment vous était venue, cette idée? Oui, bon, c'est intéressant. Alors, bon, peut-être qu'il faut préciser à ce stade que, avant d'être enseignant, j'étais game designer, donc j'ai travaillé dans le monde du jeu vidéo et je consommais des jeux. Donc, j'ai déjà, de fait, un peu aussi dans ma formation et mon expérience professionnelle, une approche vraiment de ludification, de gamification, et voilà, donc c'est des choses que j'ai déjà faites. Et du coup, quand j'ai réfléchi sur le livre, j'ai pensé deux choses. Il y avait à la fois une approche, évidemment, un peu avec ma casquette Sciences Po, c'est-à-dire comment faire pour qu'au fur et à mesure du livre, on acquiert des connaissances. Donc c'est tout l'objet, évidemment,
des tests en fin de chaque chapitre. C'est l'objet des cartes mémo, c'est l'objet aussi à la fin de l'ouvrage des idées clés de chaque chapitre qu'on retrouve sur 2-3 pages. Donc il y avait déjà l'idée de se dire, je voudrais quand même qu'au fur et à mesure qu'on lise, on consolide un certain nombre d'éléments. Donc ça, c'était déjà comment placer un petit peu tout ça. Et puis après, je me suis dit, voilà, je m'adresse à des adolescents. C'est vrai que c'est la première fois que j'écris quelque chose à destination des adolescents. D'habitude, j'écris davantage pour des adultes, donc je me pose un peu moins la question, je dois avouer. Mais là, le fait d'avoir un public plus jeune, j'ai vraiment réfléchi en me disant qu'est-ce qui pourrait aussi embarquer un peu, parce que peut-être que se dire, tiens, lire un livre sur l'attention, c'est pas forcément hyper sexy à la base, même si le livre est très bien, qu'il y a plein de petits tests très sympas, évidemment, qu'il est bien illustré, très aéré, très agréable à lire. Mais en tout cas, moi, dans la conception de ça, je me suis dit que je pouvais probablement peut-être un peu ludiciser un petit peu tout ça et donner aussi une expérience qui soit plaisante à la lecture. Et c'est un peu l'objet, c'est-à-dire que de toute façon, il y avait des tests de base, parce que voilà, pour pouvoir consolider un peu les connaissances, il y avait des tests, et je me suis dit, il y a ça un moyen de créer aussi une émotion un peu sympa quand je lis le livre, et c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais appliquer un peu les principes de ludification et de ludicisation, c'est-à-dire comment est-ce que je vais progressivement intégrer dans l'ouvrage quelque chose de l'ordre de l'histoire qui donne envie de continuer ou qui est plaisant à lire à un moment donné. D'où voilà, la naissance de Mantalia, du méchant dragon Distractor qui vient déranger les habitants de Mantalia, et puis les héros et héroïnes qui sont les lecteurs et les lectrices qui se mettent dans la peau effectivement de ces attentionnautes, qui vont tout apprendre pour affronter ensuite Distractor. Donc ça donne lieu effectivement à des petits moments plus de description voilà, de ces monstres qu'il faut affronter. Et donc là, c'est plus format roman, quoi. Mais c'est court, hein, c'est effectivement pas, c'est vraiment plutôt ouverture et fermeture de chapitres à chaque fois, hein, donc c'est pas très très long, mais il y a une sorte de fil conducteur et une histoire comme ça, avec un objectif final aussi, qui est de tuer Distractor et puis de devenir soi-même, de devenir le héros, l'héroïne de sa propre attention. Merci beaucoup, Frédéric. Je fais un petit rappel, si, il nous reste 10 minutes, 9 minutes même maintenant. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet, questions et réponses. Voilà, en attendant, je peux aussi redonner les références, du livre. Je vais vous partager à nouveau la couverture. Donc voilà, pour rappel, Chute, je me concentre, écrit par Frédéric Guillet et illustré par Clémentine Latron. Vous pouvez le retrouver donc dans toutes les librairies, sur les librairies en ligne et sur notre site magenta-édition.fr. Donc voilà, n'hésitez pas, sur notre site également, vous pouvez retrouver un extrait ainsi que le sommaire, si vous voulez voilà, le regarder plus en détail avant d'aller voir votre libraire. N'hésitez pas donc à le recommander aussi autour de vous si jamais vous l'avez déjà. Et peut-être juste préciser aussi que Oui. les cartes mémo qui sont à la fin du livre, il n'y a pas tout le jeu, hein, il n'y en a qu'une partie qui sont à la fin du livre, et que le jeu complet des cartes, il est à télécharger avec les flashcards qu'il y a à l'intérieur du livre. Peut-être je te préciser que si on prend que ce qu'il y a à la fin du livre, effectivement, il en manquera quelques-unes, parce qu'il y en a 50 de mémoire, et à la fin du livre, il doit y avoir la moitié. C'est ça. Et le reste est disponible en téléchargement sur notre site. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ah si, voilà. Alors, oui, je vois la Le cas question. particulier des élèves TDAH. Ah oui, Alors, c'est vrai. ouais, alors effectivement, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'aborde dans le livre. Donc, effectivement, je le précise tout de suite. Donc, merci Laurence pour la question. Je l'aborde pas parce que j'ai pas voilà, je suis pas spécialisé moi sur le fonctionnement du cerveau dans son format un peu plus atypique. Donc, comme moi, voilà, je suis pas spécialisé dedans, je préfère pas aborder la question. Mais néanmoins, tout ce qu'on évoque depuis le début concerne de toute façon quand même, malgré tout, les élèves qui ont un TDA avec ou sans H.
Donc, il y a quand même toute cette approche-là qui va aussi être intéressante à mener. Après, il y aura toujours des spécificités à aborder, voilà, qui vont relever vraiment du TDA. Mais d'une manière générale, comprendre l'attention, savoir ce qui agit en termes de distraction et qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour les distracteurs qui nous concernent, ça concerne aussi les élèves qui ont un TDA, hein, de toute façon. Donc, ça, ça, ça fera clairement pas de mal d'aborder tout ça. Après, voilà, il y a des choses en plus qu'il faudra faire. Et sur cet aspect-là, je renvoie aux personnes plus spécialisées sur ce sujet-là. Mais on peut déjà mettre plein de choses en place hein, et questionner déjà avec pas mal de choses. Peut-être en mot de conclusion, Frédéric, est-ce que vous vouliez peut-être ajouter quelque chose ou nous faire part de, je pense notamment le livre, une des spécificités aussi de la collection, c'est qu'elle comporte beaucoup de témoignages d'adolescents notamment que vous avez recueillis. Est-ce que par exemple parmi ces témoignages, il y en a un qui vous a marqué plus que d'autres et que vous voudriez nous partager ou un élément de... Oh, c'est dur ça. C'est dur parce que du coup, je vais mélanger entre ceux que j'ai recueillis et ceux qui sont dans le livre et ceux qui ne sont pas. Donc, Ah bah, ça peut être un bonus de l'un qui ouais, n'y ça est risque d'être pas. compliqué. Ah oui, c'est ça reste compliqué. Alors, je vais partager une anecdote du coup, qui est pas. Alors ça, pour le coup, je sais qu'elle n'est pas dans le livre, mais c'est un partage que je trouve assez intéressant. Donc, j'étais avec un élève et puis on travaillait sur la question de l'attention. On avait un temps de formation autour de ça et c'est un élève qui me disait moi, je n'ai pas d'attention, je suis nul en classe, je crois que je retiens rien, je n'arrive pas du tout. Enfin, voilà. Vraiment, il était dans un mode voilà, je suis nul en attention. C'était vraiment son discours. Je suis nul en attention. Et bon, évidemment, je sais très bien que cette idée d'être nul en attention, ça ne marche pas exactement comme ça dans le cerveau. C'est-à-dire que les contenus scolaires peuvent ne pas être du tout intéressants. Il peut y avoir une histoire avec l'école qui fait que voilà, c'est plus compliqué à manipuler pour lui. Mais voilà, je dis non, voyons voir. Et donc, je vais faire des exercices d'attention, mais pas du tout sur du contenu scolaire. Et ben, il s'en sort plutôt bien, en fait. C'est-à-dire qu'il prend conscience que, en fait, en réalité, il me dit à la fin, mais en fait, j'y suis arrivé. Je dis, bah oui, tu y es arrivé. Enfin, donc après, la question, c'est pourquoi tu n'y arrives pas quand c'est du contenu scolaire. Donc, c'est une autre question. Mais par contre, il faut déconstruire cette idée que tu es nul en attention. Parce qu'il y a une sorte sur l'attention, il y a quelque chose d'ambiant de dire que les jeunes aujourd'hui, ils n'ont plus aucune attention. Et, cerveau, il n'a pas évolué en 20 ans. C'est-à-dire que les capacités attentionnelles, le fonctionnement attentionnel n'a pas évolué. Alors, ce qui a évolué, c'est qu'aujourd'hui, on est davantage sollicité par des distractions, comme les notifications au téléphone. Donc, on est beaucoup plus soumis à des formes de distraction. Peut-être qu'il y a 20 ans, ça, ok. Mais le cerveau fonctionne de la même façon. Lui, il n'a pas changé. Donc aujourd'hui, ça vient beaucoup questionner cette approche-là des distracteurs, qui est un vrai enjeu aujourd'hui, mais qui concerne en réalité toute la société, hein, pas spécialement que les ados. Mais cette idée que les ados d'aujourd'hui, ils n'ont plus d'attention, ils peuvent plus se concentrer 5 minutes. Enfin, les ados d'aujourd'hui, ils lisent toujours des livres, ils ont toujours, voilà. Enfin, alors la question, c'est plus difficile de maintenir la concentration parce qu'il y a la distraction qui est là sans cesse. Donc oui, là, cet aspect-là, ok, mais sur les capacités attentionnelles, peut-être, et ce sera peut-être un joli mot de la fin, dire que ces capacités-là et le fonctionnement attentionnel du cerveau, il n'a pas énormément évolué. C'est-à-dire que les fonctions dans le cerveau qui sont associées au processus attentionnel n'ont pas évolué dans l'espèce humaine. Donc, c'est d'autres questions qu'il faut aborder, et c'est des questions autour de la concentration, autour de la distraction, autour de la gestion de la distraction aujourd'hui, et ça concerne tout le monde. J'étais en déplacement dans un autre pays la semaine dernière, et j'ai vu j'étais en Asie, je précise, peut-être que parce que je n'avais jamais vu en France, mais il y avait un couple de parents qui étaient chacun sur leur téléphone en train de scroller sur un réseau social, et il y avait un bébé dans la poussette devant eux qui avait un téléphone et qui, avec son tout petit doigt mignon, il scrollait sur Instagram. Alors, c'était du contenu pour enfants, certes, mais ils scrollaient sur Instagram. Et les trois, ils attendaient le bus. J'étais fasciné à côté en me disant, waouh. Donc, c'est intéressant parce que questionner chez les adolescents la concentration, c'est aussi la questionner chez nous, les parents, en fait, en réalité. Voilà, ça, c'est un bon mot pour finir. Et questionner la concentration chez les parents, c'est important aussi parce que il faut qu'on soit aussi modélisant. On a les mêmes problématiques qu'eux, en réalité.
Alors, avec bien sûr nos fonctions matures, donc il y a quand même une différence, mais on a quand même la même sollicitation à la distraction dans le monde d'aujourd'hui avec le téléphone, avec plein de choses autour de nous. Et, euh, et je pense que c'est aussi important de questionner ça chez nous, parents, lorsqu'on va accompagner nos ados. Merci beaucoup Frédéric. Il y a une dernière question bonus et après on va devoir Ouais. s'arrêter. Question donc d'une enseignante. Que pensez-vous du fait de faire déposer leur téléphone dans la phone box en classe? Bah, ça, c'est pas, ça peut être intéressant, hein, c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, ça a des effets de pas avoir le téléphone sur soi, il va être dans la box. Donc la problématique qu'on va rencontrer, ça va être pour les personnes très addictes, pour qui là, ça sera compliqué. Donc des adolescents qui auront une approche, voire une forme d'addiction assez forte au téléphone sera compliqué. Mais a priori, avoir une phone box et se dire: «Bah, je prends l'habitude de le déposer et il est pas du tout accessible et je l'ai pas non plus sur mon bureau ou je l'ai pas sur moi», ça peut plutôt conduire à quelque chose d'intéressant en classe, même si, encore une fois, rien n'est magique pour le cerveau. Mais ça, c'est si on explique pourquoi, qu'on forme les élèves et qu'on les accompagne, ça fait partie des pistes qui, concrètement en classe, peuvent aider les élèves à ne pas être trop distraits par le volet notification permanente des fois. Même si on leur dit qu'il faut le ranger, qu'ils n'ont pas le droit de l'avoir. On est tous d'accord. Mais bon, voilà, on est tous d'accord. Mais moi, ils l'ont quand même sur eux. Hein. Et moi, des fois, ils en ont deux. Hein. Donc, un qui me mettent dans la boîte et puis l'autre qu'ils ont avec eux. Hein. Donc, il faudra quand même surveiller hein, par Oui, rapport à ils peuvent ça. être très astucieux. Ouais, moi, j'ai bien vu. Hein, aussi. Donc, faut aussi se méfier de ça. Parce que moi, ça, je l'ai vu aussi. Je l'ai vu. Donc, voilà, attention à ça. Mais ouais, c'est plutôt une bonne piste. Quoi. Bah, merci beaucoup, Frédéric. Merci à tous de nous Merci. avoir suivis. Donc, n'hésitez pas, à nous suivre, sur les réseaux sociaux, notamment sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui se demandaient, il y aura bien un replay qui sera disponible dans une, semaine sur notre chaîne, YouTube, donc, Magenta Édition toujours. Et vous pouvez nous suivre sur, les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, LinkedIn et Instagram, pour suivre, nos prochains webinaires. Le prochain sera avec Ividor le 29 octobre, autour donc de son livre à paraître très prochainement sur les parents qui se séparent, un autre vaste sujet qui touche de très nombreux adolescents. Bonne soirée à toutes et tous Bonne et soirée à toutes et à à tous. très Merci bientôt. beaucoup. Au Merci revoir. encore Frédéric. Au revoir.